Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On parle d'un sujet, les sanctions encourues en cas d'abandon de poste, qui est d'ailleurs en lien avec la situation Covid de salariés, de chefs d'entreprise qui disent écoutez, mon salarié est parvenu, il a envie de rester, mais en fait il est en télétravail, on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire et on en parle avec Séverine Martel. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes avocate associée en droit social au cabinet Reed Smith et responsable de l'équipe droit social, avec une problématique. On va rentrer dans le détail de ce que dit le Code du travail, mais l'exemple que je donne, on voit des patrons aujourd'hui qui disent moi, mon salarié, je ne sais pas où il est passé, je lui ai demandé de revenir, il n'est pas revenu, en même temps il produit un peu de travail. Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer qu'on est dans un abandon de poste ? Alors, merci de m'accueillir déjà. C'est un plaisir. La difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment de définition légale de l'abandon de poste. Vous faisiez référence au Code du travail et le Code du travail ne contient pas de définition légale de l'abandon de poste. Donc, on a une définition communément admise qui est en fait le fait d'être absent à son poste sans produire de justificatif dans les délais qui sont les délais impartis. C'est-à-dire un bulletin médical, c'est-à-dire un certificat médical, sachant que du coup, l'abandon de poste est protéiforme, comme vous l'avez dit. Ça peut être le salarié qui part 40 minutes avant la fin de ses horaires de travail, le salarié qui ne revient pas de ses vacances et particulièrement en ce moment, le salarié qui a décidé que le télétravail devait être la règle et qui décide de ne pas revenir. Effectivement, ça peut constituer un abandon de poste. Alors après, attention... Ça se discute quand même. Ça se discute. Lui, il envoie des informations, continue à envoyer des mails, produit pour l'entreprise. Alors, c'est pas vraiment un abandon de poste. Ça serait plutôt, on vous a demandé de revenir, vous n'êtes pas revenu. Aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, le principe, c'est que c'est pas le télétravail à 100%, mais ça reste un peu de télétravail. Donc, il n'a pas possibilité de rester 5 jours en full remote. Non. Si l'entreprise a choisi l'hybridation. Non. Donc, dans ce cas-là, juridiquement, l'avocat, que vous êtes, l'avocate, dit, là, on peut considérer qu'on est dans un abandon de poste. Alors, ce ne serait pas vraiment techniquement de l'abandon de poste s'il continuait à travailler en télétravail, mais ça serait un manquement aux instructions qui lui sont données par l'employeur de revenir travailler. D'ailleurs, la praticienne, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de définition très claire de l'abandon de poste dans le Code du travail ? Il fait 3,50 m le Code du travail. Oui. Pourquoi il y a tellement de choses et il n'y a pas ça ? C'est souvent le cas parce que, par exemple, même quand on parle d'abandon de poste, on parle souvent de faute grave. On pense à un licenciement pour faute grave. La faute grave, elle n'est pas définie non plus dans le Code du travail. Donc elle a l'appréciation du juge ? En fait, il y a le Code du travail et à côté, vous allez avoir une construction jurisprudentielle comme dans les pays un peu anglo-saxons où vous allez avoir les juridictions qui vont donner des définitions à certaines notions, dont l'abandon de poste, dont la faute grave également. Concrètement, les sanctions encourues pour aller un petit peu au bout, parce que vous donnez des cas de figure, là aussi, qui peuvent créer aussi de vives tensions chez le salarié. Il quitte son poste à 16h30 alors qu'il doit le quitter normalement à 17h30. Il reçoit une lettre comme quoi il a quitté son poste et donc en abandon de poste. Je veux dire, ça crée quand même des tensions, ce genre de situation. Quand on pense à un abandon de poste, on pense tout de suite à un licenciement pour faute grave. Mais ce n'est pas toujours le cas. On est d'accord. Il y a beaucoup de décisions de jurisprudence où on constate qu'il y a une appréciation factuelle qui doit être faite par l'employeur. On va regarder l'ancienneté du salarié. Est-ce qu'il est parti, par exemple, pour aller se rendre voir son médecin ? Est-ce que c'est un fait isolé ? Est-ce qu'il répété ? Ne vient pas ? Est-ce que c'est répété ? Donc finalement, les cas dans lesquels le licenciement pour faute grave va être envisagé sont des cas qui restent limités, sachant que on voit aussi assez fréquemment une situation qui est le salarié qui se voit refuser une rupture conventionnelle de son contrat. C'est ça. Et qui, du jour au lendemain, décide de ne pas venir pour provoquer un licenciement pour faute grave, parce que qui dit licenciement pour faute grave dit néanmoins droit à percevoir les allocations chômage. Donc il provoque son départ, il provoque la crise. Précisons, effectivement, vous avez raison de nous le dire, licenciement pour faute grave enclenche les droits et les indemnités. Ça, c'est un élément qui dit aux salariés, finalement, je vais au bout de l'histoire, quoi. Exactement. Je casse la table en deux et puis ils seront obligés de me licencier. Ils seront obligés parce qu'un des écueils à éviter quand on est employeur, c'est pas de se dire mon salarié vient plus, il est démissionnaire. Ce n'est pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. Donc il faut, le salarié ne vient plus, il faut enclencher une procédure.
Donc ça veut dire que du côté du salarié, pour l'employeur, il doit lui envoyer un mail et lui dire « Est-ce que vous nous confirmez bien que vous avez quitté votre poste de travail et que vous ne voulez plus revenir ?» Il faut ce document. Il doit, dans un premier temps, effectivement, envoyer un petit courrier en lui disant « Voilà, vous n'êtes pas là depuis 48 heures, on attendait un justificatif, merci de nous indiquer si vous avez un justificatif. » Le salarié ne répond pas, laisse couler et ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe là? On fait une deuxième, normalement par précaution, mise en demeure, et puis ensuite on enclenche une procédure de licenciement avec un entretien préalable et une lettre de licenciement, sachant que la plupart du temps, le salarié ne viendra pas à l'entretien. C'est ce que je voulais vous dire. Le salarié est déjà parti, donc la procédure s'enclenche sans lui. Oui. Et ensuite, il reçoit une lettre recommandée lui indiquant. Oui. Donc, il est bien la lettre qui lui permettra ensuite, j'imagine, d'aller à Pôle Emploi. Oui. Pour justifier de son... Il va recevoir sa lettre et puis c'est ce qu'on appelle les documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi, sachant que la particularité du licenciement pour faute grave, c'est qu'elle est privative effectivement de toute indemnité, donc il n'y a pas d'indemnité de préavis, il n'y a pas d'indemnité de licenciement. Il n'aura que ces indemnités, on est d'accord, hein. Il a que l'indemnité compensatrice de congés payés. Voilà. Et il a quand même les congés payés qui lui sont dus, Ouais, on est d'accord. Mais il ne peut pas rentrer en négociation comme dans une rupture conventionnelle. Non. Là, il n'y a pas de surplus de négo. Non. Dans le conseil que vous pouvez donner aux employeurs, parce que vous avez déjà donné quelques conseils, qu'est-ce que vous leur... Il faut qu'ils soient vigilants sur quel point, sur ces points? Alors, parce que je sais qu'aujourd'hui, là, il y a des collaborateurs qui ne reviennent plus. Je pense qu'il ne faut pas partir bille en tête, si je peux m'exprimer ainsi, en se disant, voilà, il y a un abandon de poste, il y a une faute grave, et je pars et j'envoie ma lettre, parce que finalement, ce n'est pas forcément le cas. Je pense qu'il faut vraiment apprécier les circonstances de fait, un peu comme dans tout dossier, mais particulièrement dans le cas d'une prétendue situation d'abandon de poste, avant de se lancer dans une procédure qui finalement pourrait se révéler coûteuse pour la société. Avant de nous quitter, Séverine Martel, en même temps, l'analyse que vous faites du salarié qui va au bout d'une histoire un peu conflictuelle avec l'entreprise, puisque la rupture n'a pas eu lieu, la rupture conventionnelle, mais finalement tout le monde est gagnant, parce que l'entreprise, elle aussi, elle a plutôt intérêt à ce que le salarié aille au bout et règle ce dossier de cette manière, d'une manière un peu brutale. Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de la rupture conventionnelle, la société est censée payer au moins l'indemnité, l'équivalent de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ça coûte plus cher. Avec la faute grave, ça lui coûte moins cher. Alors après, on peut penser qu'on a refusé la rupture conventionnelle parce qu'on souhaitait conserver le salarié pour des raisons d'organisation. Ça, c'est l'autre argument contraire, c'est de dire je préfère garder ce salarié, et lui se défend et va rompre d'une manière un peu brutale. Merci Séverine Martel d'être venue nous éclairer. C'est pas un petit sujet en fait dans le contexte actuel de l'été, avec des gens collaborateurs qui... certains ne reviennent pas. On voit des chefs d'entreprise qui le disent. Merci beaucoup, avocate associée en droit social au cabinet Reed Smith. Reed Smith, j'ai bien dit, c'est ça. Exactement. Reed Smith est responsable de l'équipe sociale. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le Rex du mois, comme tous les mois, avec Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Il arrive.